Israël a négocié avec un des présidents du Congo, soit RDC ou Congo populaire, pour que les Palestiniens de Gaza viennent vivre au Congo. Oui, vous avez bien entendu. Suivez cette information qui vient de tomber à peine quelques heures. Partagez au max, s'il vous plaît. Le président du Congo est déjà d'accord. Les Congolais doivent partager leurs terres avec les Palestiniens du Gaza et Hamas. Suivons, s'il vous plaît. La question qu'on se pose toutes et tous depuis le 7 octobre, c'est quoi la finalité de cette opération israélienne? Il y a plus de 22 000 morts à ce stade. En réalité, le bilan humain est bien plus élevé que ces 22 000. J'ai une question à vous poser. Peut-on imaginer des Gazaouis expulsés au Congo? Vous avez bien entendu, une déportation. Ça s'appelle un crime quand même, qui ne semble pas poser de problème aux faucons israéliens, du moins si l'on en croit un média hébreu sérieux, puisqu'il s'agit du quotidien en ligne de Time of Israel. Il affirme que des responsables politiques du pays ont eu des pourparlers secrets, je cite, avec le Congo afin d'accueillir des habitants de Gaza. Le média en question va même d'ailleurs plus loin, vous allez voir, affirmant que les autorités congolaises ont accepté, je cite, le principe et qu'ils ne sont pas les seuls. Le média, toujours, fait référence à des membres du cabinet qui discutent avec d'autres pays afin d'envoyer les Gazaouis. En revanche, là, pas d'information. Comment Israël compte transférer des milliers de Gazaouis et de Palestiniens à des milliers de kilomètres de leurs frontières? Parce que nous avons des colons qui rêvent depuis maintenant 20 ans, c'est les fameux colons de Chichkabour qu'on avait évacués pour répondre à des revendications palestiniennes, qui n'attendent plus qu'une chose, c'est qu'on se débarrasse de tous ces gens-là. La déshumanisation en marche, on est en plein dedans. Et bien voilà comment on utilise des journalistes pour faire passer des messages, et voilà pourquoi, moi personnellement, il y a certaines infos et indiscrets que je ne publie pas dans le Parisien. Oui, alors justement, je voudrais faire écouter ces deux ministres dont vous parliez, qui aimeraient beaucoup vider Gaza de ses habitants. Je vous donne la parole juste après, elle n'y va, mais écoutez donc les déclarations de Ben Gvir, le ministre de la Sécurité israélien, et Smotrich, le ministre israélien des Finances. Tous deux ne s'en cachent pas, ils prônent une expulsion toute simple des Palestiniens de Gaza. Écoutez. Nous devons promouvoir une solution qui encourage l'émigration des habitants de Gaza. C'est une solution correcte, juste, morale et humaine. Il y a des personnalités dans le monde avec lesquelles nous pouvons promouvoir cette idée. Encourager l'immigration des habitants de Gaza nous permettra de ramener chez eux les habitants de la frontière de Gaza et les habitants du Gush Katif. Ce qu'il faut faire dans la bande de Gaza, c'est encourager l'immigration. S'il y a 100 000 ou 200 000 Arabes restant à Gaza et non 2 millions d'Arabes, le discours du jour d'après-guerre sera complètement différent. Mais les Palestiniens veulent partir. Oui. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. La vraie parole de Dieu. Les Palestiniens de Gaza au Congo, avec les Hamas et toutes les armes, ça, nous en avons déjà connu avec les Rwandais. Aujourd'hui, le Congo est un pays en guerre depuis 30 ans. Suivons. Mai 1994. Dans les journaux télévisés, les Français découvrent ces images. Plus de 200 000 morts, peut-être 500 000. Le bilan au Rwanda est si lourd que les chiffres n'ont plus vraiment la signification qu'ils devraient avoir. Les Hutus tuent les Tutsis et apparemment ont décidé de les tuer tous. Ça s'appelle un génocide. Ce génocide, il va durer 100 jours. Et selon l'ONU, ce sont plus de 800 000 Tutsis qui seront assassinés par le pouvoir extrémiste Hutu. Quelques jours plus tard, sur une autre chaîne, un témoin accuse.
Les gens qui ont fait la promotion de cette politique du pire, d'extermination, étaient activement soutenus par la France. Et de la part du gouvernement français, on n'a pas entendu une seule condamnation publique claire. En juin 1994 est lancée l'opération Turquoise. Officiellement, l'objectif est clair. C'est une opération humanitaire conduite dans un temps limité avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. Mais là encore, plusieurs éléments posent question. L'opération était-elle seulement humanitaire? D'anciens militaires présents sur place affirment le contraire. C'est le cas de Guillaume Ancel, ex-lieutenant-colonel, engagé au Rwanda en 1994. Le premier ordre d'opération que j'ai reçu, qui était un ordre préparatoire, c'était celui justement de préparer un raid jusqu'à Kigali, pour remettre en place le gouvernement que nous soutenions. Ensuite, j'ai été missionné pour déclencher des frappes aériennes contre les ennemis des génocidaires, le FPR, dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Donc ça, ces opérations étaient clairement des opérations de soutien aux forces armées rwandaises qui étaient juste en train de commettre le génocide sous nos yeux. Deuxième point, la France a-t-elle protégé la fuite des génocidaires? Après sa chute, le gouvernement extrémiste Hutu a fui au Zaïre en passant par un territoire contrôlé par la France, la zone humanitaire sûre. Cette zone humanitaire sûre a été essentiellement sûre pour les génocidaires. Elle leur a permis de s'enfuir tranquillement et ils sont allés se réinstaller tranquillement dans des camps de réfugiés de l'autre côté de la frontière pour continuer leur combat. J'ai assisté à une livraison d'armes. On m'a demandé de détourner l'attention de journalistes qui étaient sur la base de Cyangugu parce que justement un convoi d'armes partait vers le Zaïre. Le téléphone a sonné et le président Mobutu a eu quelqu'un au bout du fil, je ne sais pas qui. Est-ce le président Mitterrand? Est-ce le premier ministre Balladur? Est-ce le ministre des Affaires étrangères Juppé? Je ne saurais vous le dire. On lui a demandé si on pouvait se servir des aéroports de Kisangani, de Goma et de Bukavu parce que on voulait lancer l'opération Turquoise. Le président Mobutu a donné son accord. Les troupes françaises pénètrent au Rwanda pour établir à l'intérieur de ce pays une zone de sécurité destinée à accueillir la population qui fuit les combats. Les réfugiés de la zone turquoise sont ensuite évacués sous protection de l'armée française à l'est du Zaïre, vers les villes de Bukavu et de Goma. Pendant l'opération turquoise, de violents combats opposent les forces armées rwandaises et les Interamwe des miliciens Hutus aux rebelles Tutsis du FPR, le Front patriotique rwandais, qui tentent de conquérir le pouvoir à Kigali. Après 4 ans de maquis, le FPR progresse rapidement et dangereusement vers la zone turquoise. À sa tête, le major Paul Kagame, un Tutsi formé aux États-Unis et déterminé à poursuivre l'armée Hutu et les responsables du génocide. Pour Paul Kagame, l'intervention humanitaire française n'est bien évidemment qu'un prétexte. Avec l'opération turquoise, Paris cherche avant tout à protéger la déroute de ses alliés Hutus. Des centaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants fuient le Rwanda, emportant avec eux tout ce qui peut être sauvé. Une véritable marée humaine traverse la frontière du Zaïre sous la protection des militaires français. La plupart des réfugiés sont des civils d'origine Hutu. Tous n'ont pas participé au génocide, mais l'avancée des soldats Tutsis du FPR leur fait peur. Ils craignent des représailles aveugles de la part des vainqueurs. Mais les civils ne sont pas les seuls à profiter de la protection française. Mélangés aux réfugiés, les soldats de l'ex-armée rwandaise prennent eux aussi la route du Zaïre. Et c'est sans être inquiétés par l'armée française qu'ils traversent avec armes et bagages la frontière zaïroise. J'ai vu tout un gouvernement fuir la guerre avec les attributs de l'État. Parce que non seulement toute l'armée rwandaise a traversé la frontière avec des armes lourdes et légères, mais il y a eu la Banque centrale qui a traversé et tout le reste, les véhicules de l'État et tout a traversé. Donc c'était un flot de gens qui venaient, toute une armée qui entre
avec des blindés, avec des chars, et qui fuient la guerre et qui entrent chez vous. Commentez, s'il vous plaît. Avec ce que vient de dire Anne,